Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Martial Collet. Il est conseiller municipal lutte ouvrière à Ploufragan dans les Côtes-d'Armor. Et on va parler évidemment des européennes et du lancement de la campagne des européennes chez Lutte ouvrière. Alors j'ai noté aussi, et vous allez me dire Martial Collet, si je me trompe, vous êtes militant de lutte ouvrière depuis 1976. C'est exact. Voilà, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Alors on va parler de la campagne évidemment de lutte ouvrière dans le cadre des élections européennes. Lutte ouvrière qui présente une liste où figurent des Bretons, Valérie Hamon en Ille-et-Vilaine, Fabrice Lucas en Ille-et-Vilaine également, Yann Guéguin dans les Côtes-d'Armor et Kelly Glagré dans le Morbihan. Si j'ose dire, vous êtes en ordre de marche, sans vilain jeu de mots, pour ces élections européennes. Comment s'inclure pour un parti tel que Lutte ouvrière dans ces élections? Comment défendre les travailleurs au niveau de l'Europe? Disons que effectivement, la campagne est presque lancée. Nous avons eu la joie de recevoir notre chef de file, Nathalie Arthaud, qui est venue jeudi dernier, le 14 mars, rencontrer donc toutes les équipes militantes à Saint-Brieuc pour échanger, pour un peu prendre la température et commencer à esquisser les axes de la future campagne. Aujourd'hui, évidemment, chacun sent bien que la situation pour le monde du travail est particulièrement dégradée. Les attaques fusent de tous les côtés, du côté évidemment du patronat, mais aussi évidemment du gouvernement qui ne lâche pas qui lâche ses coups plutôt et durement, et en particulier vis-à-vis des plus pauvres. Donc, ce que nous voulons faire entendre dans cette campagne, c'est effectivement que les travailleurs ont des droits, qu'il faut qu'ils les défendent et que même ils se posent comme candidats à la direction de cette société parce qu'il faut absolument se débarrasser du capitalisme car on voit que la société dans laquelle on vit, c'est celle du chômage, c'est celle de la misère, c'est celle des guerres et ça évidemment dans une société où aujourd'hui d'un côté on a des richesses extrêmes à un pôle et une extrême pauvreté à un autre pôle et nous ce que nous voulons faire valoir dans cette campagne, c'est les intérêts des travailleurs, je dirais, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur couleur de peau. Nous ne pensons pas que les solutions sont dans le repli nationaliste, dans le repli sur soi. Au contraire, les travailleurs sont une force sociale, et cette force sociale devra, à un moment ou à un autre, se faire entendre, et nous voulons faire valoir dans ces élections européennes ce camp des travailleurs. C'est pourquoi notre liste s'appelle Lutte ouvrière, le camp des travailleurs pour les européennes de juin prochain. Alors les européennes, c'est aussi des intentions de vote. On en a parlé beaucoup sur cette antenne, un petit peu partout ailleurs. Il y a cette progression de l'extrême droite, un petit peu partout en Europe. J'imagine que ça vous interpelle. En France, on a le Rassemblement national qui est taxé de presque 30%, même voire au-delà, d'intention de vote pour ces élections européennes. Là aussi, c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous inquiète? Évidemment, c'est une question qui est inquiétante, la progression de l'extrême droite. Alors pour l'instant, c'est une progression essentiellement sur le plan électoral, mais malgré tout, les idées et les thèmes défendus par leurs représentants, qu'ils misent sur la division, sur le rejet des autres, sur leur idée de préférence nationale, alors que c'est complètement une ineptie au XXIe siècle, alors que justement la mondialisation économique c'est un fait, les échanges, en gros les capitaux ont le droit de circuler, mais les travailleurs n'auraient pas le droit de circuler et il faudrait donc mettre de nouvelles barrières, faire des contingents de travailleurs immigrés qui auraient le droit de rentrer ou pas sur tel ou tel territoire, mais c'est absolument insupportable comme discours parce que aujourd'hui on sait très bien que dans différents secteurs économiques comme le bâtiment,
l'agroalimentaire, je dirais même les hôpitaux. Une grande partie du personnel, c'est des travailleuses, des travailleurs qui ne sont pas forcément nés en France, mais qui aujourd'hui, sans leur activité, aucun service ne fonctionnerait. Je vais même aller plus loin, je vais te provoquant un petit peu, Martial Collet. On voit aussi le MEDEF qui appelle de ses voeux ces travailleurs à venir en France. Voilà, j'imagine que vous allez avoir une autre vue des choses, mais voilà, il y a aussi une demande du patronat. Bien sûr, parce qu'ils sont tout à fait intéressés. Alors c'est là toute justement l'ambiguïté de cette question, c'est-à-dire que sur le plan économique, justement, le patronat a besoin de cette main d'œuvre, donc parce que c'est une chair à exploiter. Donc pour eux, évidemment, ils sont pour qu'on puisse disposer de travailleurs immigrés. Et ça se fait déjà dans bien des secteurs. Donc, et je dirais que le discours de l'extrême droite est très contradictoire parce qu'on a, par exemple, en Italie, une chef de gouvernement, Meloni, qui a fait campagne et s'est fait élire sur le rejet des travailleurs immigrés et qui va, dans quelques semaines, peut-être quelques mois, légaliser plus de 500 000 travailleurs immigrés qui sont aujourd'hui nécessaires pour le fonctionnement de l'économie italienne. C'est un peu pareil en France. Donc nous, face à tous ceux qui disent il faut rejeter tous ces gens, eh bien nous disons ouvrons les frontières, nous les accueillons. Les migrants, ce sont des travailleurs et des travailleurs comme les autres. Et donc nous militons pour le droit à la libre circulation et à l'installation de tous les travailleurs, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur origine. Alors on parle beaucoup d'une Europe sociale. Alors après, il faut voir comment on la construit, cette Europe sociale. Il y a beaucoup de disparités en Europe, ne serait-ce que sur les salaires. Est-ce que, du point de vue de lutte ouvrière aujourd'hui, il y a urgence à la construire, cette Europe sociale ? Il y a urgence à la construire, il y a urgence à ce que les travailleurs prennent la direction de la société au niveau européen, mais je dirais même au niveau mondial. Mais ce qui bloque, justement, c'est qui détient aujourd'hui les rênes économiques et politiques. Sur le plan économique, eh bien, ce sont les grands groupes financiers, ce sont les grands groupes industriels qui, eux, se moquent bien des frontières parce que l'exploitation, justement, n'a pas de frontières et ils ont à leur service tout un tas de personnel politique qui, pour se maintenir au gouvernement, dans la place, mènent des politiques pour justement assurer les profits, les bénéfices de ces grands groupes. Et ça, c'est au détriment des classes ouvrières, des classes travailleuses. Et donc, en permanence, on a une guerre sociale qui est menée, et aujourd'hui, elle est particulièrement vive. Et donc, évidemment, nous pensons que au niveau français comme au niveau européen, il devrait y avoir évidemment des salaires importants pour que les classes travailleuses puissent vivre normalement, mais aujourd'hui avec l'inflation, avec la hausse des prix, avec des choses qui échappent complètement au contrôle justement des salariés, eh bien c'est l'inverse qui se produit, c'est la plongée vers la misère de toujours plus de travailleurs dont certains sont exclus, parce que il faut dire aussi qu'on est bien loin du travail pour tous, le cher programme à Macron, alors qu'on voit que partout les licenciements reprennent, et c'est aussi les conséquences du dérèglement économique lié aux situations de guerre qui existent et en Europe et ailleurs dans le monde. On va vous parler de cette guerre aux portes de l'Europe, mais je voulais vous entendre aussi sur la politique sociale, parce qu'au-delà de l'Europe, il y a aussi la politique sociale des différents gouvernements, et particulièrement celui qui nous intéresse, évidemment en France. On a, au-delà de l'Europe, les propos du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui veut mettre un terme à l'État-providence. C'est le terme qu'il a employé, État-providence à la française, évidemment. Et il appelle à passer à un modèle d'État protecteur. Bruno Le Maire qui entend aussi sortir du mirage de la gratuité universelle. Donc voilà, il y a des économies à faire, on l'aura compris. Il y a 50 milliards d'euros à trouver selon la Cour des comptes. Est-ce que c'est le début d'une grande casse sociale de votre point de vue ? De toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, les services publics, l'ensemble des services publics vont à volo dans le domaine de l'éducation, de la santé, du logement. Partout, des gens, des travailleurs se plaignent des mauvaises conditions de travail, de l'insuffisance des rémunérations, des salaires. On va vers une économie américaine finalement. En tout cas, c'est ce que souhaite Macron.
subventions, mais quand il parle d'État-providence, qu'il arrête déjà les subventions en direction du patronat. Chaque année, c'est 150 milliards, en gros, qui sont donnés comme ça à fond perdu, sans contrôle. Eh bien, que ces milliards, justement, servent justement à remettre sur pied les services publics et apportent un bien pour l'ensemble de la population travailleuse française. Mais c'est pas vers ça que se dirige le gouvernement. On voit qu'il veut encore faire des économies sur le dos des travailleurs et des plus pauvres. Et ça, il faut le contester. Alors l'assurance chômage, précisément, avec la suppression programmée des ASS, les fameuses aides que les chômeurs touchent en fin de droit, c'est le dernier étage, allais-je dire, en fin de droit. Justement, ces nouvelles mesures prônées par Bruno Le Maire souhaitent cette suppression des ASS qui serait finalement basculée vers le RSA, vers les départements, puisque ce sont les départements qui ont en charge le RSA, départements qui sont d'ailleurs fortement à la peine sur ces aides sociales. Est-ce que c'est le début d'une grande mutation pour les chômeurs et les plus précaires? C'est une nouvelle attaque quand on regarde depuis la réélection de Macron. Il y a eu d'abord donc la remise en cause du droit à la retraite, l'allongement de la durée de cotisation et donc pour passer à un départ à 64 ans, dont on voit que les premiers effets négatifs ont commencé là il y a quelques mois. Ça évidemment c'est insupportable et le gouvernement continue dans le même sens, c'est-à-dire continuer les attaques contre les plus pauvres, les plus faibles, parce que quand il allonge la durée de cotisation et donc repousse l'âge de départ en retraite à 64 ans, ça veut dire qu'il décide d'appauvrir les plus anciens, les plus qui eux n'iront pas forcément jusqu'à 64 ans parce que il y a des métiers évidemment extrêmement pénibles où les patrons se débarrassent des vieux travailleurs parce qu'ils ne sont plus assez productifs et donc les précipiteront vers le chômage, vers la misère et là donc double peine pour ceux qui licenciés avant 60 ans ou un peu après 60 ans mais qui ne pourraient plus bénéficier d'indemnisation jusqu'à leur départ en retraite, poussés vers le RSA, qui, lui, faut le dire en passant, n'est pas soumis à cotisation sociale, donc ne compte pas pour la retraite, donc ça pénalisera encore plus. Ce qui était le cas des ASS, qui était compté les ASS comptent pour la retraite, oui, bien sûr, oui. Donc, pousser vers le RSA ces vieux travailleurs en diminuant la durée d'indemnisation, c'est un pouce au crime. Et évidemment qu'il faut dénoncer parce que dans le même temps, c'est cadeau royal pour les financiers, pour les riches qui n'ont jamais été aussi riches. Il faut le dire quand même que les entreprises du CAC 40 là, ont dégagé un bénéfice de 130 milliards d'euros pour 2023. Voilà. On parle d'un record, un nouveau record. Un nouveau record, mais d'où proviennent ces 130 milliards d'euros? C'est pas de l'argent magique, il est pas tombé du ciel, mais c'est le fruit de l'exploitation sociale. À savoir que dans les entreprises de ces grands groupes, l'exploitation est féroce. Les salaires, ils suivent pas l'inflation, et puis on diminue les effectifs, on remplace les travailleurs en CDI par des intérimaires, on développe l'emploi précaire. Et si on regarde dans le détail toutes ces entreprises, ces grandes entreprises, dans l'automobile en particulier, c'est justement révélateur de l'aggravation de l'exploitation. Il faut que les travailleurs se réveillent. Il faut que les travailleurs vraiment fassent valoir leurs droits, leurs intérêts. Alors il y a une colère aussi qui risque peut-être de se cristalliser chez nos confrères de Paris Match. Un ministre s'est exprimé dans leur colonne, dans ses colonnes. Les APL, ça ne sert à rien, ça nous coûte près de 14 milliards d'euros par an et cet argent va directement dans la poche des propriétaires. C'est le ministre en question dont on ne connaîtra pas le nom qui s'exprime dans Paris Match. On va vers une suppression a priori des APL, des aides au logement pour les plus précaires là aussi. A priori, ce n'est plus un tabou pour le gouvernement, c'est le terme qui a été également employé dans les colonnes de nos confrères de Paris Match, et donc la majorité qui réfléchit sérieusement à réduire les aides publiques au logement. J'imagine que ça appelle un commentaire de votre part. Bien sûr, mais là aussi c'est toujours tirer sur les plus pauvres, parce que qui bénéficie des APL ?
C'est pas les gens qui vivent dans les beaux appartements, dans les beaux quartiers des grandes villes. Donc non, encore une fois, c'est désigner les plus pauvres comme étant des assistés. Eh bien, nous refusons ces qualificatifs. Nous pensons que les travailleurs aujourd'hui ont bien du mal à trouver des logements. Et ici, dans la région, on connaît particulièrement la question. Donc, si déjà que le gouvernement engage une construction de logements neufs à des prix abordables et on pourra discuter après, mais ne désignons pas une nouvelle fois les travailleurs, les gens qui ont du mal à se loger ou qui trouvent donc difficilement des logements décents comme étant responsables de la dégradation des finances publiques. Encore une fois, l'argent existe, mais il faut le prendre là où il est, c'est-à-dire chez les bourgeois, chez les riches, chez les rentiers, chez les capitalistes. Nous, c'est ce que nous préconisons. Mais ça viendra pas tout seul. Si les travailleurs, encore une fois, ne se mobilisent pas et ne posent pas sur la table leurs revendications, il y aura pas grand-chose qui se fera, sinon la politique de ce gouvernement. On a vu la grande mobilisation contre la réforme des retraites. On a l'impression que c'était un peu un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que vous y croyez encore, vous, Martial Collet, à une grande mobilisation, à une grande colère, finalement, des plus précaires? Bien sûr, la colère, elle est là. Faut voir comment, je dirais, le président de la République, Macron, et ses gouvernements sont haïs, même quand il fait des déplacements spectaculaires dans les quartiers, qu'il fait des opérations promotionnelles. On l'a vu à Marseille. On l'a vu à Marseille, par exemple. Bon, mais dès que les caméras sont tournées, les trafics reprennent. Donc tout ça, c'est de la politique spectacle. Et sa politique, elle est complètement rejetée par une grande partie de la population. D'ailleurs, son impopularité, que les sondages mesurent régulièrement, le montre suffisamment. Selon vous, on est dans une politique aujourd'hui de communication de la part du gouvernement et on n'agit plus? Essentiellement de la communication, oui, sur le plan national, régional et je dirais même international. Les gesticulations de Macron, toutes les semaines, on a des gesticulations, des déplacements spectacles. On dirait qu'il faut faire le buzz, que le gouvernement doit faire le buzz à chaque déplacement, un peu pour détourner finalement les yeux sur les problèmes réels qui, eux, ne sont pas traités. Parce que, encore une fois, la situation dans les hôpitaux, dans les écoles, dans le logement, dans le pouvoir d'achat, c'est des questions que le gouvernement ne traite pas. Alors, il fait des choix et des choix de classe. C'est-à-dire que le gouvernement actuel est entièrement au service des plus riches et des possédants. Alors il y a des questions de société. Vous faisiez allusion l'instant, Martial Collet, au déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille. Le trafic de drogue est une réalité. Aujourd'hui, on a une économie souterraine qui s'est mise en place. Je vais pas vous demander ce matin quelle solution il y a, mais là aussi, la solution peut être apportée par le fait de faire travailler les gens qui sont dans la précarité, dans les cités, qui ont du mal à vivre. Bien sûr, parce que le fond de l'affaire, c'est que la misère a gangréné tout un tas de quartiers qui ont été délaissés pendant de trop nombreuses années. Il y a des quartiers populaires où justement il n'y a pas d'emploi. La jeunesse ne trouve pas d'emploi, donc pas d'avenir. Et il y a des trafics qui se sont mis en place. Aujourd'hui, c'est le trafic de drogue. Bon, des trafics, il y en a eu un peu à toutes les époques, mais aujourd'hui, c'est un vrai fléau. Mais les gens qui sont au gouvernement sont incapables d'apporter les solutions et d'éradiquer ce trafic. Moi, je fais confiance aux habitants, parce que souvent, les habitants, avec peu de moyens, sont capables de justement trouver des solutions. Et puis, c'est là où on voit qu'il manque un parti
des travailleurs, un parti comme l'a été dans le temps le Parti socialiste ou le Parti communiste, qui avait des militantes et des militants dans tous ces quartiers populaires. Ils ont oublié un peu ce côté populaire, ces partis politiques. Je pense que la participation au gouvernement des années 80 avec Mitterrand a largement contribué à démoraliser une partie des équipes militantes qui pensaient qu'il suffisait de bien voter pour que la vie change. Or, on a vu que bien voter ne change pas la vie, que c'est autre chose, que justement, ce sont les luttes sociales, et c'était pourtant ça les fondamentaux du Parti communiste. Eh bien, nous voulons revenir à ces fondamentaux, dire qu'il y a une autre perspective pour la société, une perspective communiste. Mais pour ça, il faudra que le monde du travail retrouve son organisation, retrouve sa volonté de combattre, parce que il faut chasser le capitalisme, absolument. Avec aujourd'hui une société qui est très fracturée, alors ça va nous amener forcément au-delà de l'aspect social, à la guerre en Ukraine. On a eu les propos d'Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol, ce qui divise beaucoup la société française. Est-ce qu'il a eu raison de dire ça, Emmanuel Macron, finalement? Disons que on voit bien qu'on est à quelques mois des élections européennes. On revient au sujet de l'interview, et que comme la liste de Macron est très à la traîne, il cherche justement à faire diversion. Et quand il a convoqué justement les parlementaires pour discuter de la question de la guerre en Ukraine, il voulait en gros que chacun se détermine en étant pro-Macron, finalement, ou pro-Poutine. Et donc, c'était ça son petit calcul politicien. Mais derrière ce petit calcul politicien, il y a quand même les risques de mettre de l'huile sur le feu. Parce que lorsqu'un responsable d'un État, d'une des principales puissances en Europe, en tout cas, déclare qu'il serait prêt à envoyer des troupes au sol, alors, entre parenthèses, ce serait pas avec sa peau, ce serait avec la peau des autres. Parce que tous ces gens qui s'agitent aujourd'hui et on en a beaucoup, qui nous préparent la population moralement à une autre étape de la guerre, c'est-à-dire qu'ils se projettent déjà vers un embrasement peut-être plus généralisé. On va parler de Troisième Guerre mondiale. Le terme a été lâché. Ce ne sont pas tous ceux qui font les commentaires qui iront se faire trouer la peau. On voit que, par exemple, sur le front russe entre la Russie et l'Ukraine, c'est la population civile qui a été embrigadée, qui aujourd'hui paye de sa vie. Et c'est ça la barbarie de cette société. Donc nous refusons absolument ce discours guerrier. Et il ne faut pas oublier non plus que dans les périodes de guerre, il y en a toujours qui s'enrichissent. Et on voit qu'aujourd'hui, les marchands de canons se frottent les mains. Mais pas que les marchands de canons. À l'occasion de la crise agricole, et des problèmes posés par le revenu pour une partie des agriculteurs qui aujourd'hui ne réussissent plus à vivre de leur travail, alors que souvent ils ne comptent pas leurs heures, on apprend que certains groupes de l'agroalimentaire, certains groupes capitalistes agricoles ont acheté des terres en Ukraine et les exploitent, les font exploiter, et espèrent bien que ça va continuer, guerre ou pas guerre. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que d'ores et déjà, il y a eu des réunions, des conférences sur l'après-guerre, sur la reconstruction. Et les capitalistes français du bâtiment ne sont pas les derniers à être intéressés par ces marchés de reconstruction vers l'Ukraine. Alors vous voyez, on nous dit il faut faire la guerre, on nous parle de la défense des idées de démocratie, mais au fond, derrière, est-ce que c'est pas faire la guerre pour les intérêts des capitalistes, comme disait un ancêtre qui disait la guerre, c'est d'abord une affaire d'intérêt. Il y a aussi des propos de Vladimir Poutine qui évidemment a répondu au président français en disant attention, on possède l'arme nucléaire, en sous-entendu on est en capacité de répondre. Est-ce qu'on va vers une folie, vers une escalade?
presque incontrôlée aujourd'hui finalement. Là encore, dans cette guerre, on s'aperçoit que, bon, effectivement, c'est Poutine et son armée qui a envahi donc une partie de l'Ukraine, mais on s'aperçoit, on a eu quelques informations comme quoi les Américains avaient installé des bases depuis 2014. Alors donc, ça n'a pas été prouvé, mais une douzaine de bases. Bon, en tout cas, ce sont les journaux comme Le Figaro qui l'ont révélé. Et a priori, donc il n'y a pas de lieu de douter. Alors non, évidemment, c'est des choses évidemment qu'on ne met pas sur la place publique. Mais à propos de cette guerre, il y a beaucoup de propagande. On est plus déjà dans une société de propagande, et il y a tout un tas de choses qui se passent qui sont pas rendues publiques. Parce que l'idée, c'est d'embrigader les populations, les préparer à marcher au pas. Eh bien, nous refusons de marcher au pas. Alors voilà. On a vu que les armées ont reçu une dotation importante dans la loi de programmation militaire aujourd'hui. Ceci dit, les armées, c'est aussi des travailleurs, c'est aussi l'industrie qui travaille. Alors comment vous vous situez vis-à-vis de cette industrie de la défense aujourd'hui? Nous sommes solidaires des travailleurs. Évidemment, celui qui travaille dans un arsenal n'est pas pour autant quelqu'un qui est un va-t-en-guerre. Nous faisons la différence entre les travailleurs, ceux qui produisent, et ceux qui décident. Et nous pensons que, quelque part, les travailleurs pourraient très bien aussi s'organiser dans les arsenaux. Ça s'est fait par le passé, donc eh bien, ça se fera aussi dans l'avenir. Se défendre, mais pas attaquer, finalement. Aujourd'hui, les attaques, faut savoir où sont les véritables ennemis. Et nos véritables ennemis, c'est quand même le capital et à l'intérieur. Et je dirais, faut jamais perdre de vue ça. Parce que sinon, on va bientôt nous désigner les Chinois, entre guillemets, comme étant de futurs adversaires parce qu'ils ont des capacités économiques très très importantes. Non, ceux qui nous mènent la vie dure et la guerre aujourd'hui, ce sont nos patrons. Et en particulier nos grands patrons. Et c'est eux qu'il faut combattre. Alors, on parle beaucoup de réformes aujourd'hui. Il nous reste deux, trois petites minutes. C'est un peu court, Martial Collet, mais je voulais vous entendre aussi sur les réformes. On dit aujourd'hui il faut réformer le travail, il faut réformer la société, voire même il faut réformer l'Europe, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'Union européenne. Est-ce que les réformes sont nécessaires? Est-ce qu'elles doivent être conduites finalement avec les peuples? Disons qu'aujourd'hui, on voit que la construction européenne, on nous parle d'Union européenne. En fait, d'union, il n'y en a pas vraiment. Il y a eu une liberté de circulation des capitaux. Si on reprend l'histoire chaotique de la construction européenne, ça a d'abord été des accords sur le charbon, l'acier, et puis péniblement, après, ça s'est étendu à d'autres accords économiques. On a tout fait pour aplatir la possibilité de circulation des marchandises, des capitaux, mais tout en sachant que chaque État défendait les intérêts de ses propres industriels, de ses propres capitalistes. Mais par contre, pour les hommes, la circulation, non, aujourd'hui, on remet en place des frontières, des contrôles, et évidemment, nous sommes encore une fois pour la libre circulation des hommes et la libre installation pour ceux qui cherchent, qui fuient la misère, qui fuient les guerres et qui cherchent une terre d'accueil. Alors, les réformes, on nous dit les réformes, oui, sauf que ça va toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'on casse tout. Quand le gouvernement parle de réforme, il casse tout. Il nous parle aujourd'hui de réformer l'éducation nationale parce qu'on s'aperçoit que dans les petites classes, il y a beaucoup d'élèves, en particulier en provenance des quartiers populaires, qui ne maîtrisent pas les savoirs élémentaires, mais on supprime des postes. On ne crée pas d'emplois. On ne donne pas les moyens d'encadrer cette jeunesse qui a besoin justement pour acquérir ces savoirs élémentaires d'être dans des petites classes. Bon, mais ça, les savants, ceux qui travaillent sur cette question, il y a longtemps qu'ils ont mis le doigt sur cette question et la façon d'y répondre. Toute dernière question, vraiment très rapidement, Martial Collet. Est-ce qu'il faut remettre en place l'éducation populaire? Est-ce qu'il faut aller au-devant des populations dans les quartiers, dans la ruralité?
Nous sommes pour, mais nous militons toute l'année justement pour la création, la renaissance d'un grand parti ouvrier révolutionnaire. Par le passé, ces partis ont existé et ils travaillaient à l'éducation populaire justement en donnant des idées de transformation sociale et l'idée que chacun peut y contribuer et y apporter sa pierre. Et c'est aussi ça que nous défendrons à l'occasion des élections européennes, à savoir qu'il faut changer radicalement cette société, se débarrasser du capitalisme une bonne fois pour toutes. Martial Collet était notre invité ce matin, conseiller municipal lutte ouvrière à Ploufragan dans les Côtes-d'Armor, un militant, je l'ai dit, de lutte ouvrière depuis 1976. On va dire, ça force le respect. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Je voudrais rajouter que nous organiserons une réunion publique le 19 avril à la petite salle de Robien sur justement notre liste européenne et ce que nous voulons défendre, à savoir lutte ouvrière pour une Europe des travailleurs. Voilà, salle de Robien à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Je le dis pour nos auditeurs éloignés. Très belle journée, Martial Collet. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.